Bonjour. Alors, dans ce document, on va voir la sérialisation JSON. Donc, la sérialisation permet le stockage de données, typiquement dans un fichier, mais possiblement aussi dans une BD ou en mémoire. En fait, ça permet aussi la transmission de données, mais là, il n'est pas dans ce petit dessin-là. Ça aurait été mieux que ce soit là. Et contrairement aux données qui sont structurées dans des bases de données relationnelles, par exemple classiques, la sérialisation procède, si on veut, par bloc et non à la pièce. Donc, on ne peut pas retirer une partie de l'information sérialisée. Ou bien on la stocke au complet, ou bien on la retire au complet en bloc. Donc, la sérialisation, vous avez essentiellement deux façons de sérialiser. Vous pouvez sérialiser de façon binaire ou alors de manière textuelle. Donc, ça, c'est en fait à chaque fois qu'il est question de données en informatique, il y a tout le temps disons, les deux alternatives qui sont binaires ou textuelles. C'est vrai dans le cas des fichiers de données et c'est vrai dans le cas, bien entendu, de la sérialisation. Donc, pour ce qui est des données binaires, donc, quand vous avez un format binaire, essentiellement, c'est un format qui est illisible pour l'humain, potentiellement moins portable aussi, mais généralement plus compact et plus rapidement traitable par la machine. Le texte, les données sont stockées sous forme textuelle, lisibles pour l'humain, mais qui sont aussi plus portables, mais généralement moins compactes et aussi moins rapidement traitables par la machine. Donc, dans les premières versions de C#, le stockage binaire était plus fréquent. C'est d'ailleurs, je crois, ce que vous avez fait dans le cours de Prog 1, enfin dans la version jusqu'à tout récente. Mais depuis Netcore, le souci de portabilité a pris le pas, si on veut, sur le souci, disons, d'efficacité mémoire, et le stockage textuel en format JSON est maintenant plus populaire. Il y a d'autres raisons aussi derrière ça, mais le web, en fait, la fulgurante popularité du web est aussi derrière ça. Donc, la conversion d'une donnée en format JSON est un jeu d'enfant depuis Net3 grâce à la classe utilitaire JSON Serializer, qui est dans le namespace system.text.json. Donc, using system.text.json. Vous ne le verrez pas nécessairement dans tous les exemples que je vais mettre dans la suite du PowerPoint parce que je l'ai ajouté dans les using automatiques. Donc, on a notre record personne qui possède un nom et un âge. Donc, toujours un peu la même chose. On se crée une nouvelle personne, Yoda de 800 ans, et on fait un DOM. On a notre personne qui est tombée ici. Après ça, on va convertir cette personne-là en JSON. Donc, on fait JSON Serializer, .serialize Yoda. Donc, on prend la donnée Yoda, on la sérialise avec le module utilitaire JSON Serializer et ça nous donne une string en format JSON. Et après ça, on va dumper cette string-là, donc JSON.dump, et on voit ici le code JSON. Okay, est-ce que c'est quelque chose d'incompréhensible? Donc, vous regardez ça, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Donc, c'est ça qu'on veut dire format textuel. Donc, on a une donnée qui comprend un nom, Yoda, et un âge, 800. Donc, le format JSON pour JavaScript Object Notation a été popularisé, comme son nom l'indique, par le langage JavaScript pour ce qui est de l'échange des données entre les clients et les serveurs web à partir du début des années 2000. En fait, sa popularité ne fait que croître avec le temps au point de devenir, on pourrait dire, un standard dans le monde informatique en général et pas seulement du web. Ses principales qualités sont la portabilité, la lisibilité et la compacité. Son principal compétiteur, c'est le format XML, qui est un peu plus verbeux, qui est légèrement moins lisible, puis qui est pas, par contre, pour lui, il est potentiellement plus expressif. Donc, vous avez ici une donnée JSON typique. Donc, vous avez on voit encore une fois que c'est probablement une personne, mais qui possède un prénom, un nom de famille,
Est-ce que cette personne-là est bien vivante? Oui. C'est pas une personne décédée. C'est quoi son âge? C'est quoi son adresse? Donc, l'adresse elle-même est composée de 4 champs. Donc, l'adresse, disons, de rue, la ville, l'État, on voit que c'est un exemple New York des États-Unis, et le code postal. Finalement, le numéro de téléphone, encore une fois, est explosé. Donc, en fait, ici, c'est téléphone, phone numbers. Donc, il y a plusieurs numéros de téléphone. Vous voyez ici le crochet, ça veut dire un array ou une liste. Donc, il n'y a pas de distinction entre array et liste en JSON. Les deux sont stockés de la même façon. Donc, une séquence d'éléments. Et pour chaque numéro de téléphone, vous avez le type et le numéro. Donc, home avec le numéro de téléphone et office avec le numéro de téléphone. Les enfants, aucun. Donc, un array vide. Et le conjoint, nul, aucun. Donc, maintenant, souvent, on veut que pour l'humain, c'est beau d'avoir un format compact comme ça pour la transmission de données ou le stockage de données, mais souvent pour les humains, on veut que ça soit un peu plus lisible. Donc, pour que ce soit un peu plus lisible, on va faire ce qu'on appelle un pretty print. Donc, pour faire ça, il faut sérialiser. Ici, comme on le voit à la ligne 10, on sérialise Yoda, mais avec des options supplémentaires. Cette option supplémentaire-là, donc on crée une nouvelle option, variable option UJSON Serializer Options, et on dit write indented égale true. On veut que ça soit écrit avec indentation, donc que ça soit écrit de manière plus lisible. Donc on le voit ici, notre code JSON est rendu comme ça, il est correctement indenté avec un champ par ligne de code. Donc, on a les parenthèses ouvrantes, fermantes, accolades ouvrantes, fermantes, et le nom Yoda, l'âge 800. Donc, ça, c'est plus lisible que ce qu'on a ici. De la même façon, ici, vous voyez que c'est un pretty print, en fait, ici que vous avez. Donc, si ça, c'était pas pretty print, ça serait un à la suite des autres, donc ça deviendrait pratiquement illisible. Par contre, comme ça, on voit très bien ce que c'est. Maintenant, pour la désérialisation. Donc, la désérialisation n'est pas plus compliquée que la sérialisation. Donc, c'est aussi une fonction, comme on a ici, qui est générique. Donc, il faut préciser le type vers lequel on veut désérialiser le JSON. Et on le voit ici. Donc, par exemple, on a notre string ici de JSON avec le nom Yoda et l'âge 800. Donc, on n'a pas le choix de faire des escapes pour les doubles guillemets. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on escape les doubles guillemets et on va désérialiser cette string-là vers une personne. D'où l'intérêt ici de mettre entre plus petit et plus grand, mettre le nom du type vers lequel on veut désérialiser. Donc, on veut désérialiser cette string-là vers personne. Et on va obtenir variable Yoda, ça va être une personne qu'on va obtenir ici. On aurait pu mettre personne, mais là, on a mis var, on aurait pu mettre personne, parce que Yoda, ça va être une personne, et on va dumper cette personne-là. Donc, on voit ici, nom Yoda, âge 800. Donc, ça a très bien fonctionné. Maintenant, si jamais vous indentez votre code de cette façon-là, au lieu de l'avoir de manière ici sur une seule ligne de code, vous le mettez sur plusieurs lignes de code en utilisant un raw string ou verbatim en C#. Donc, raw, c'est plus un terme Python. Le A commercial, c'est le terme verbatim plus en C#. Donc, une string verbatim qui prend les lignes de code, les retours de ligne, etc. Vous devez, cette fois, doubler le double guillemet pour que ça soit considéré comme un simple guillemet. Et on le met ici sur plusieurs lignes, donc on peut désérialiser. Encore une fois, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, en général, on ne fait pas sérialiser, désérialiser juste comme ça vers des strings. On a besoin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette string-là et on va la stocker dans un fichier. Donc ici, on se définit un nom de fichier, filename, person.json. Donc, .json, c'est une extension standard pour signifier qu'on a du JSON qui va être stocké dans ce fichier-là. Étant on sait que c'est un fichier texte, mais ça va être un fichier texte JSON. Donc, sauvegarder. On va commencer par sauvegarder les données. Donc, on prend Yoda toujours. On crée notre Yoda. On le sérialise en créant une string. Après ça, on
prend cette string-là et on la sauvegarde sur disque dans le fichier en question. Donc, file.writeAllText, filename, ici, JSON. Une fois qu'on a fait ça, on va après ça récupérer les données pour montrer comment ça se fait. Ça ne veut pas dire que dans un même programme, on va sauvegarder et on va récupérer tout de suite après. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Évidemment, normalement, on fait quelque chose entre les deux. Mais on montre ici comment on peut sauvegarder et comment après ça, on peut restaurer les données. Donc, pour restaurer les données, on fait exactement l'inverse de ce qu'on a là. Donc, on commence par lire notre fichier, le contenu de notre fichier. Donc, on fait file.readAllText avec le nom du fichier. On va récupérer le code JSON. Après ça, on va désérialiser notre JSON vers une personne, ce qui va obtenir, on va obtenir ici Yoda. Et après ça, on va dumper notre Yoda et on voit ici, on l'a dumpé. Donc, c'est juste pour montrer qu'ici, en fait, on est parti de notre donnée, on l'a sérialisé, on l'a écrit sur fichier. Ici, on a récupéré les données sur fichier, on les a désérialisées et on a affiché notre personne. Voici maintenant un exemple un peu plus étoffé d'utilisation qui serait plus typiquement ce qu'on verrait dans un programme. Donc, dans un programme, typiquement, en fait, on commencerait par récupérer les données sur fichier à condition qu'ils existent. Et après ça, on ferait des traitements sur ces données-là. Et après ça, on sauvegarderait les données en quittant. Okay, donc, c'est une utilisation, un programme typique. Qu'est-ce qu'il fait? Il charge des données, il traite les données, il sauvegarde les données. Donc, on a toujours notre file name. La première chose qu'on fait, c'est qu'on récupère les données. Cependant, si les données n'existent pas, on va les créer. Donc, c'est la première fois qu'on exécute le programme, on va créer les données. Alors que si c'est une fois subséquente, on va récupérer les données. Donc, on commence par se créer une variable ici, personne, mais qui n'est pas initialisée. Après ça, on regarde si le fichier ici existe. Donc, si le fichier existe, ça veut dire qu'il existe des données sur disque. À ce moment-là, on va aller les chercher. Donc, on fait un read all text pour aller chercher ces données-là et on va désérialiser notre personne ici, dans notre variable. Sinon, s'il n'y a pas de fichier qui existe, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on crée une nouvelle personne. Dans ce cas-là, ici, on crée Yoda. Ensuite de ça, on va ici, une fois qu'on a récupéré la personne, on va traiter les données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter son âge. Donc, on prend la personne, with âge égale personne.âge plus 1. C'est une façon de dire qu'on incrémente l'âge de la personne parce que la personne, c'est un record immutable. Donc, c'est la façon de modifier l'âge d'un record immutable, c'est de créer une nouvelle personne avec un âge incrémenté d'un. Et après ça, on va dumper cette personne-là. Comme on voit ici, on dump la personne. Et finalement, on va sauvegarder. Donc, on va sérialiser les données dans notre string. Après ça, on va faire un write text, un write all text de ces données-là dans ce fichier-là pour sauvegarder. Et la prochaine fois qu'on va redémarrer le programme, on va aller, cette fois-là, récupérer les données. On va incrémenter l'âge, on va sauvegarder, récupérer, incrémenter, sauvegarder, Comprenez ici que si c'est marqué âge 817, c'est parce que j'ai exécuté le programme 817 fois, pas 817 fois, mais 17 fois, ou en fait 18 fois, puisque initialement c'était 800. Donc j'ai exécuté le programme 18 fois. Donc voilà. Est-ce que j'avais du temps à perdre? Peut-être. Ou j'aimais ça l'exécuter. Je ne sais pas. Des fois, je suis fou. Ouais, souvent, en fait. Bon, erreur de sérialisation, désérialisation. Donc, les erreurs peuvent survenir à deux niveaux. Donc, d'abord, l'erreur peut survenir au moment de la sauvegarde ou de la lecture des données. Par exemple, fichier, réseau, base de données, etc. En fait, on ne s'occupe pas vraiment de ce type d'erreur-là dans ce document parce que, bon, c'est ça, c'est un sujet vaste en soi, mais c'est pas l'objet qui nous intéresse ici. On va juste supposer qu'il n'y a pas d'erreur de ce type-là. On s'entend que ce genre d'erreur-là est assez commun. Ensuite de ça, il peut y avoir des erreurs au moment de la conversion du texte JSON vers un objet C# ou vice-versa, d'un objet C# vers du texte, ce qui est beaucoup plus rare, mais quand même, qui peut arriver. Donc, pour un maximum de robustesse, il serait préférable en fait de gérer les exceptions possibles, mais on n'a pas fait ça ici dans ce document, en partie parce que on suppose que, rendu à cette étape-ci, on ne connaît pas encore nécessairement les exceptions.
Alors, pour ce qui est maintenant des erreurs de conversion JSON vers objet, c'est-à-dire, donc, ça va être un type d'erreur assez fréquent si jamais il y a un humain qui intervient quelque part dans le processus et que cet humain-là ben, peut se tromper dans sa façon d'encoder ça ou d'écrire son JSON. À ce moment-là, une exception va se produire. Par exemple, par défaut, le code JSON est parsé de manière assez stricte et la virgule terminale n'est pas acceptée. Donc, par exemple, si vous avez un nom Chewy, un âge 90 et que vous mettez une virgule après 90, le désérialiseur ne sera pas content et il va vous mettre une exception. Donc, JSON exception, the JSON object contains a trailing comma at the end, which is not supported in this mode. Change the reader options. Donc, ça veut dire que c'est pas supporté, mais peut-être qu'avec une option, ça serait supporté. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on voit ici qu'on peut demander au décodeur d'être moins rigide sur la syntaxe. Donc, par exemple, ici, on voit les options. On a l'option Allow Trailing Commas qui est à True et on a l'option Read Comment Handling qui est Skip. Autrement dit, on permet les commentaires dans le code JSON et on permet les virgules terminales. Donc ici, on a des commentaires dans le code JSON. Ici, on a une virgule terminale. Ici, on a du code JSON et on va parser ou, disons, décoder ce code-là ici avec des serialize. On va le désérialiser et cette fois-là, ça fonctionne très bien. Donc, on obtient notre nom et notre âge. Un autre problème potentiel qui peut survenir avec des données qui sont serialisées, c'est que au fur et à mesure que notre programme va évoluer, il va avoir des nouvelles versions et avec les nouvelles versions, peut-être que les données vont se complexifier de plus en plus. Donc, ça veut dire que les données qui sont sauvegardées ne seront peut-être pas toujours en phase avec la complexité des données que votre programme est capable de gérer. C'est pour ça que la plupart des experts recommandent de toujours ajouter un numéro de version aux données qui sont ainsi stockées. Donc, minimalement, un programme professionnel doit permettre une forme de conversion vers des nouvelles versions, par exemple en prévoyant des valeurs par défaut pour les nouvelles propriétés. Donc, on va s'intéresser ici aux nouvelles propriétés et aux valeurs par défaut. Donc, par défaut, la désérialisation va peupler les nouvelles propriétés avec les valeurs par défaut des types associés. Donc, une donnée facultative devient alors commode pour supporter les anciens formats. Donc, on a ici notre JSON avec un nom, un âge. On désérialise le JSON, mais cette fois-là, notre personne possède un nom, un âge, et on a décidé dans la nouvelle version du programme d'ajouter un genre. Donc, il peut être masculin, féminin, non-genré, mais aussi qui peut être nul. Donc, si on n'a pas d'informations sur ce genre-là. Donc, ce qui va se passer cette fois-là, c'est que quand on va désérialiser ces données-là, donc on peut supposer que ces données-là proviennent d'une ancienne sauvegarde qu'on a faite. Donc, quand on va désérialiser ces données-là, on va obtenir le nom, l'âge, puis le genre va être nul parce que c'est la propriété par défaut de ce champ-là. Maintenant, en ce qui concerne les propriétés calculables, on peut se demander comment ils sont stockés en JSON. Donc, comme on le voit ici, on a un carré qui possède un côté et on a sa propriété calculable R qui est égale au carré, le côté fois le côté, ou le côté au carré. Donc, on se crée un nouveau carré et après ça, on va l'afficher. On voit que son côté, c'est 10, que son R, c'est 100. Quand on va générer le code JSON, comme on le voit ici, ben, on voit que l'air ici, là, le côté, à cause qu'il y a des accents, ça s'affiche de manière un peu étrange. Il y aurait moyen de modifier ça avec des options, mais bon, je n'ai pas rajouté ces options-là pour vous montrer que quand c'est des caractères, disons, non ASCII, ça va s'afficher de manière un peu avec des codes, en fait, ce qui n'est pas très intéressant pour la lisibilité. Et on voit que la propriété calculable aussi est stockée. Maintenant, si on modifie, donc on fait un JSON.replace, on modifie le 100 pour 999 et on modifie le 10 pour 20. Autrement dit, on modifie la longueur du côté pour 20 et on modifie l'air pour 999. Évidemment, ça donne une donnée qui n'est pas cohérente, okay, parce qu'avec un côté de 20, normalement, l'air, c'est 400. Par contre, quand on va désérialiser notre carré, ici,
le code JSON, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le côté va être récupéré à 20, mais l'aire de 999 ne sera pas récupérée, bien entendu, parce que c'est une propriété calculable. Donc, l'aire va être carrément juste abandonné et va devenir une propriété calculable. Donc, le 20 va devenir 400 pour ce qui est de l'aire grâce à ça. Donc, parfait, la cohérence des données est préservée. Il y a moyen, ensuite de ça, d'inclure et d'exclure certaines données ou certaines données membres. Donc, comme on le voit ici, on a toujours notre carré. Cette fois-là, au lieu d'avoir une propriété, on se définit un champ, donc public double quoté, et on se définit toujours notre propriété ici, calculable. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'un champ, par défaut, n'est pas stocké, converti en JSON. Et aussi, une propriété, par défaut, est toujours convertie en JSON. Donc là, ce qu'on peut demander, c'est que notre champ, qui d'habitude n'est pas converti, on peut demander de le convertir en faisant un JSON include. Donc on voit ici qu'on doit faire un using system.text.json.serialization et on peut faire un JSON include pour forcer l'inclusion du champ ici dans le JSON. Et on peut faire un JSON ignore pour, au contraire, ne pas stocker le champ calculé dans le JSON. Okay? Donc, JSON include, JSON ignore. Pour ce qui est maintenant des types supportés, donc la plupart des types C# sont supportés, donc peuvent être convertis en JSON et vice-versa. Ce qui comprend les types de base, les enums, les classes, les records, les structs, les listes, les arrays, les dictionnaires. L'exception notable, c'est les tableaux multidimensionnels. Donc, par exemple, ici, on a un jeu qui contient une position de héros, qui est un tuple, et qui contient un array, ici, multidimensionnel, qui est un niveau. Ouais, là, par contre, j'ai oublié quelque chose. Ah ouais, ici, là, j'ai oublié quelque chose. Ouais, comme vous voyez ici, ce qui est stocké, c'est 0, 0. Donc, en tout cas, ça, on va en reparler dans un autre exercice qu'on va faire. Donc, il faudrait que je me mette une note là, pour corriger ça. Mais vous voyez ici que... Ah non, c'est ça, mais ça, c'est normal. Attendez un peu. C'est parce que là, ici, je crée... Voilà, okay, c'est moi qui ai une petite confusion pendant un petit laps de temps. Donc, on crée un nouveau jeu qui possède un niveau, qui possède un tableau multidimensionnel de 4 par 10, comme on l'a ici. Par contre, quand on va essayer de sérialiser ce jeu-là, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que le type system.int32 bidimensionnel n'est pas supporté. Donc, à cause qu'on a ici un tableau bidimensionnel, ça ne sera pas supporté. En résumé, pour ce qui est de la sérialisation, on a vu qu'il y avait deux possibilités, binaire et textuelle. Là, on s'est intéressé à la sérialisation textuelle. En textuel, vous avez JSON, vous avez XML. On s'est penché sur la sérialisation textuelle JSON. Vous avez le format compact ou Pretty Print. Pour la sérialisation, vous pouvez aussi désérialiser du code compact ou Pretty Print. Le stockage, ça peut être dans un fichier. Et on a vu un exemple avec H++ qui permettait de récupérer, traiter et sauvegarder. Les erreurs, essentiellement, ça se produit au moment de la conversion ou alors au moment du stockage, de la lecture, l'écriture. La conversion depuis JSON, il y a possibilité d'utiliser des options pour être moins strict avec la syntaxe. Maintenant, vous allez avoir généralement une évolution des données et ça va vous amener à traiter des nouvelles propriétés. Et à ce moment-là, on voit que JSON va donner les valeurs par défaut pour ces nouvelles propriétés-là. Pour ce qui est du traitement des propriétés calculables, elles sont généralement par défaut stockées mais non récupérées. Pour ce qui est de inclure et exclure, c'est possible de le faire pour des données spécifiques avec des attributs. Et la plupart des types de données sont supportés à l'expression notable des tableaux multidimensionnels. Alors voilà.